Merci beaucoup. J'appelle maintenant la communication suivante du professeur Gabriel Ramy sur le traitement endoscopique curatif et palliatif des cancers de l'œsophage et de l'estomac, œsophage de Barrett, suivi et prise en charge. 15 minutes. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à l'Académie nationale de chirurgie. Merci au professeur Aziz Ahanan pour son invitation, au professeur de Mestier également. Donc, je vais vous parler de deux organes, d'un traitement curatif et palliatif en endoscopie digestive qui a connu ces dernières années des évolutions technologiques majeures, que ce soit sur le plan diagnostique, et on va en parler, mais aussi thérapeutique. Je commencerai par la prise en charge curative et puisqu'on m'a demandé de parler de deux organes, je commencerai par l'œsophage et je ferai l'estomac juste après. Rapidement, l'épidémiologie du cancer de l'œsophage, je pense que tout au long de cette journée, on va en parler. Ce qui est important de retenir, à mon avis, sur cette diapositive, c'est que lorsque l'on arrive à diagnostiquer, à prendre en charge un patient qui a un cancer de l'œsophage ou de l'estomac à un stade précoce, la survie à 5 ans est bonne, voire excellente. On l'a dit tout à l'heure sur l'introduction. Alors finalement, quelle est cette proportion de lésions T1 dites superficielles de l'œsophage? À peu près 17% des cancers de l'œsophage. C'est difficile d'évaluer exactement dans les séries, notamment chirurgicales, le nombre exactement de type 1, de T1, de cancers superficiels qui doivent être pris en charge en France. Sur un petit calcul, on peut évaluer ce nombre à peu près 500 cancers superficiels, donc de type T1 par an en France. Alors, on a aussi dit lors de l'introduction qu'il y avait deux types histologiques, on va dire, principaux des cancers de l'œsophage. Il y a l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde. L'adénocarcinome et l'œsophage de Barrett, anciennement appelé endobrachyœsophage, est en augmentation en termes d'incidence en France. Qu'est-ce que c'est que l'œsophage de Barrett? C'est un remplacement de l'épithélium malpighien, donc kératinisé de l'œsophage, par un épithélium de type glandulaire et en l'occurrence intestinal. C'est ce que l'on appelle la métaplasie intestinale. Pour faire le diagnostic d'un œsophage de Barrett, il faut avoir une vision endoscopique qui est celle d'une ligne Z qui remonte dans l'œsophage, comme vous voyez sur le schéma à droite, qui est en couleur rouge foncé, et l'association d'une métaplasie intestinale lors de l'analyse histologique. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux paramètres qui nous permet de faire ce diagnostic. Le risque principal, vous le savez, c'est l'adénocarcinome, d'autant plus qu'il y a de la dysplasie de haut grade. Ce qui est intéressant, c'est que selon les dernières recommandations européennes, lorsque l'on a un reflux gastro-œsophagien, puisque c'est une complication du reflux gastro-œsophagien, c'est lié à l'augmentation de l'exposition acide du bas de l'œsophage. Si ce reflux évolue depuis plus de 5 ans, chez un patient qui a 50 ans ou plus, d'ethnie caucasienne avec une obésité ou un antécédent d'adénocarcinome œsophagien ou d'œsophage de Barrett, alors il faut faire un dépistage. On est bien là dans l'esprit de l'arrivée très tôt dans les maladies et c'est ce que peut apporter l'endoscopie digestive. Vous voyez ici une endoscopie œsogastroduodénale dans l'œsophage. On a un petit capuchon transparent parce qu'on a, vous voyez ici, cette zone qui est suspecte, qui saigne quasiment spontanément. On lave un petit peu. On utilise des filtres de la lumière blanche, ce que l'on appelle, nous, de la chromendoscopie électronique, pour pouvoir analyser deux choses: l'architecture des glandes et la microvascularisation, parce qu'on peut aussi faire des zooms. On peut grossir, vous voyez ici, à plus de 135. Donc, on peut déjà faire ce que l'on appelle de la prédiction histologique. Ce n'est pas de l'histologie, mais c'est de la prédiction histologique. On voit ici à gauche des glandes qui sont plutôt bien organisées, allongées, de la métaplasie intestinale. Et en face de nous maintenant, on voit une zone parfaitement désorganisée, suspecte de cancer. Et c'est cette zone-là qu'il va falloir analyser pour prédire l'histologie et surtout son infiltration en profondeur. Vous voyez à nouveau ces images à gauche de métaplasie intestinale avec un aspect un peu cérébriforme, des glandes qui sont allongées, et à droite, quelque chose qui est complètement désorganisé et qui ressemble plutôt à un cancer. Alors, lorsque l'on a un endobrachyœsophage ou un œsophage de Barrett, il est recommandé d'organiser une surveillance, de faire une surveillance endoscopique en fonction de la hauteur de cet endobrachyœsophage. On a vu là sur le film que l'endobrachyœsophage était très étendu, sur plusieurs centimètres. En fonction de cette hauteur dans l'œsophage, il faudra faire une endoscopie
tous les 5 ans, tous les 3 ans ou tous les 2 ans, avec des biopsies systématiques. Alors, il y a des protocoles en cours pour savoir si l'on peut faire plutôt des biopsies ciblées sur des zones, comme vous avez vu que maintenant, on a des appareils qui nous permettent de faire de la détection de zones dysplasiques, ou en comparant donc ces biopsies ciblées à ce qu'on appelle le protocole de Seattle, qui est en fait des biopsies étagées de façon systématique tous les centimètres ou tous les 2 centimètres. Lorsque l'on a de la dysplasie de bas grade, dans ce cas-là, on va proposer un traitement au patient à base d'inhibiteurs de la pompe à protons double dose et on va refaire des biopsies et un nouveau contrôle à 6 mois. Donc, vous voyez que sur cette surveillance, il n'y a pas la dysplasie de haut grade, puisque l'on est tous d'accord que lorsqu'il y a une dysplasie de haut grade, alors on doit faire un traitement. Et donc, on se posera la question éventuellement du traitement endoscopique ou du traitement chirurgical si ce n'est pas possible. Le deuxième type histologique est le carcinome épidermoïde de l'œsophage. C'est un type histologique qui prédomine en Asie et en Afrique subsaharienne. Là, on a des facteurs comme l'alcool, le tabac, et qui sont des facteurs mis en évidence chez ces patients. L'endoscopie permet de faire un dépistage, notamment chez des patients qui ont des terrains à risque, l'œsophagite caustique, les troubles moteurs de l'œsophage comme l'achalasie, notamment, et puis faire un traitement. Et après le traitement, il faut savoir qu'il y a environ 35% de lésions métachrones à 5 ans. Donc là aussi, il faut bien dire aux patients qu'il faut être surveillés tout au long de leur vie. Une fois qu'ils ont fait une complication dans l'œsophage, que ce soit sur un œsophage de Barrett ou que ce soit un carcinome épidermoïde, alors il faut les surveiller pour pouvoir toujours essayer d'arriver tôt. À nouveau, une endoscopie œsophagienne. Vous voyez ici un nodule très suspect de cancer. On se rapproche, on utilise à nouveau ces filtres de la lumière blanche pour faire ce qu'on appelle la chromendoscopie électronique ou virtuelle. Vous voyez ici que l'architecture est désorganisée. Alors ici, c'est un cas assez évident. On n'a pas vraiment besoin de zoomer puisqu'on voit tout de suite que c'est un peu ulcéré. Mais vous voyez que cette lésion est développée sur une lésion beaucoup plus précoce avec ce qui est en vert, on va dire en vert, enfin ce qui est foncé. Vous voyez, ces espèces de petites boucles, ce sont les micro-vaisseaux et nos collègues japonais qui ont beaucoup travaillé sur l'architecture microvasculaire nous ont proposé des classifications en fonction de l'aspect de ces boucles, en fonction de la dilatation des vaisseaux. Alors, on va prédire un cancer, bien sûr, d'une part, mais d'autre part, son infiltration en profondeur. C'est bien ça l'enjeu qu'il y a en endoscopie. C'est d'une part de prédire un cancer, donc attention à la technique de résection qu'on va utiliser, on va en parler tout à l'heure. Et deuxièmement, si on a prédit un cancer, quelle est son infiltration en profondeur? Est-ce qu'on peut faire un traitement endoscopique ou est-ce qu'il faut faire une chirurgie? Et ça sera tout l'enjeu. Là, vous voyez une petite coloration au Lugol, qui est une coloration qu'on utilise maintenant de moins en moins parce que justement les chromendoscopies électroniques sont efficaces. Alors ce premier temps de diagnostic est majeur, mais il débouche évidemment sur un traitement endoscopique et on a maintenant beaucoup d'outils à notre disposition. La première technique est la mucosectomie, comme dans le côlon, et la mucosectomie œsophagienne, maintenant, vous voyez ici, elle est facilitée par la pose d'un élastique, comme la ligature de varice œsophagienne. Pour ceux qui font la ligature œsophagienne, ce sont les gastro-entérologues endoscopistes dans la salle, vont reconnaître ce petit élastique que l'on va mettre au pied de la tumeur pour la pédiculiser, et l'anse, pour couper, va passer sous l'élastique pour couper la lésion suspecte de dysplasie de haut grade ou de cancer. Et on peut, dans l'adéno, ici dans l'endobrachioœsophage, faire de proche en proche, si vous voulez, enlever des fragments, les jointifs, bien sûr, pour ne pas laisser de pont muqueux. Et vous voyez qu'on peut faire des résections très étendues. On peut faire des résections circonférentielles et très étendues, sur plusieurs centimètres, en coagulant les vaisseaux, etc. Il s'agissait ici d'un patient avec une dysplasie de haut grade sur un œsophage de Barrett. La technique plus récente, qui est la dissection sous-muqueuse, permet de faire des résections, cette fois-ci sans limite de taille. Alors, vous voyez ici à nouveau un endobrachioœsophage avec une zone suspecte. On utilise un couteau de dissection qui permet de marquer la lésion. On injecte dans la sous-muqueuse, qui ne s'injecte pas très bien dans ce cas-là, mais ça, il faut plutôt me croire. Et on va essayer d'avoir accès à ce qu'on appelle, nous, le troisième espace. Le troisième espace endoscopique, c'est l'espace sous-muqueux. On va travailler dans la sous-muqueuse. On va essayer, on peut même faire des tunnels, on peut mettre notre endoscope dans la sous-muqueuse. C'est ce que vous voyez ici en fibres, les fibres qui étaient un petit peu bleutées. Puis on peut faire comme ça des résections en mettant à nu la musculeuse et en essayant
de faire une résection la plus complète possible en dehors des limites latérales de la lésion et au plus près du muscle pour avoir une analyse histologique, cette fois-ci optimale. Et là, ce ne sont pas des biopsies, c'est plus une pièce de résection. Et on verra que ces deux techniques de mucosectomie et de dissection sous muqueuse permettent une analyse histologique et que finalement, la prédiction de la lésion, de l'aspect histologique du cancer et de son envahissement en profondeur n'est pas très bonne avec nos classifications. Et on parle maintenant de dissection diagnostique. Alors, on verra les résultats et on verra pourquoi est-ce qu'on arrive à discuter de ça. Lorsque l'on a enlevé une zone de cancer sur un œsophage de Barrett étendu, attention, le risque d'avoir un cancer sur le reste de l'œsophage de Barrett est important. Donc, il faut détruire l'œsophage de Barrett qui reste. Et là, la technique de destruction, c'est ça, c'est la radiofréquence œsophagienne. Ce sont des sondes que l'on va appliquer sur la muqueuse, sur lesquelles il y a des électrodes, sur ces, vous voyez, ces espèces de petites casquettes qu'il y a au bout de l'endoscope. On applique la casquette sur la muqueuse œsophagienne, on fait passer un petit courant électrique. Alors, tout ça est très simple, hein, c'est une technique qui est très simple avec un générateur dédié et ça fait une destruction sur environ 800 microns de profondeur. Et donc, c'est une technique complémentaire de la dissection, puisque là, on n'a pas d'analyse histologique. C'est un petit peu la limite de cette technique. Alors, quelles sont les indications finalement? Notre objectif en endoscopie, c'est d'avoir une résection monobloc, curative, R0 pour les cancers superficiels. Faible apport diagnostic de l'écho-endoscopie dans l'œsophage. Pas de recommandation. Scanner, IRM, assez peu adapté. Finalement, ce que l'on veut savoir, si c'est un T1 profond ou un T1 superficiel, un T1A, un T1B. Lorsque l'on a un T2, et ça on le voit plutôt bien en écho-endoscopie, on n'y touche pas. Ce n'est pas endoscopique, ça sera chirurgical. Donc finalement, ce que je vous disais, c'est qu'on va se baser sur l'aspect. Les lésions planes un peu surélevées sont les meilleurs candidats pour la dissection ou la résection endoscopique parce qu'on sait que ça va être des cancers très superficiels. Quand ça commence à être un petit peu déprimé, c'est suspect. Ulcéré, on n'y touche pas. Et quand c'est sessile, quand c'est protubérant, si vous voulez, dans l'œsophage, là, on a un risque d'envahissement sous-muqueux profond. Vous voyez ici les chiffres qui sont importants. Donc, finalement, peut-être que la pièce de résection va nous permettre de mieux décider de la stratégie thérapeutique, notamment complémentaire. Un petit mot sur le traitement endoscopique de l'œsophage de Barrett. Lorsque l'on a une dysplasie de bas grade, on va faire plutôt une radiofréquence lorsque la dysplasie est persistante. Lorsque l'on a une dysplasie de haut grade, quand on a une lésion visible en endoscopie, on va l'enlever parce qu'on veut une analyse histologique. Mais si on ne voit rien, mais qu'on a des biopsies qui montrent une dysplasie de haut grade, on peut se permettre de traiter par radiofréquence. Vous avez vu les différentes techniques de radiofréquence. Alors, les résultats sont plutôt satisfaisants, notamment en termes de complications. En endoscopie, c'est toujours hémorragie-perforation. En termes d'hémorragie, le plus embêtant, c'est l'hémorragie retardée. Hein, ce sont les chiffres ici d'hémorragie retardée. Vous voyez, moins de 5%. Perforation, moins de 5%, et encore moins sur les derniers résultats. Pas de mortalité. Et le risque, finalement, est surtout la sténose due à la cicatrisation, qui est la complication à long terme, où on doit probablement organiser des dilatations endoscopiques pour rétablir la continuité digestive. Résection R0, résection curative, le problème est que je vous ai dit que nos techniques de classification et de prédiction d'envahissement en profondeur ne sont pas excellentes. Donc, on n'a pas du 100%. Et que ce soit l'examen radiologique ou l'écho-endoscopie, là aussi, on n'est pas vraiment dans une sensibilité qui est satisfaisante, j'ai envie de dire. Alors, ça, évidemment, ce sont les discussions en RCP. Quand on a l'analyse histologique, vous voyez qu'en vert, la résection endoscopique seule est suffisante, puisqu'on a un risque d'envahissement ganglionnaire, parce que c'est comme ça que l'on va évaluer le risque d'évolution régionale ou métastatique, et moins de 5%. Lorsque l'on a une atteinte de la muqueuse profonde, vous voyez ici M3 dans le carcinome épidermoïde, là, on peut éventuellement élargir le critère de résection curative lorsque l'histologie nous montre que le cancer est bien différencié, sans embole lymphovasculaire et avec des marges saines.
alors vous savez que le carcinome épidermoïde est plus lymphophile que l'adénocarcinome. Pour les lésions qui envahissent la sous-muqueuse superficielle, alors on peut discuter exactement des mêmes critères, mais cette fois-ci pour l'adénocarcinome. Sinon, il y a une indication chirurgicale ou de traitement complémentaire par radiochimiothérapie ou de surveillance selon les comorbidités parce que la résection endoscopique est insuffisante. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite parce que j'avais beaucoup de choses à traiter. On verra peut-être sur les questions ensuite, mais je vais passer maintenant à l'estomac. L'estomac, on en a parlé tout à l'heure. Vous connaissez cette séquence de gastrite chronique non active atrophique avec métaplasie intestinale entraînant une dysplasie et un cancer. Il est nécessaire de rechercher l'infection par Helicobacter pylori et de la traiter, et on le fait sur des biopsies systématiques au niveau de l'estomac. Quelles sont les indications de résection? On a parlé tout à l'heure du caractère différencié ou indifférencié des cancers. Et ça, c'est une vraie limite et c'est un vrai problème. Parce que par voie endoscopique, on n'y arrive pas. Nos collègues japonais ont proposé des classifications en fonction de la couleur des vaisseaux, de l'épaisseur des vaisseaux, des zones amorphes, comme ils disent. Mais finalement, on n'est pas très bon. D'où cette idée de résection finalement diagnostique. Lorsque l'on a sur le plan endoscopique une lésion qui est plane, vous voyez sur les petits schémas à gauche, ou un petit peu surélevée, sans ulcère, dans ce cas-là, on peut, si on a des biopsies qui montrent que c'est un cancer différencié, on peut tout enlever. Sans limite de taille, vous allez me dire oui, mais il y a la sténose, et c'est vrai. Une des limites, c'est lorsque l'on fait une résection circonférentielle, on y arrive sans trop de problèmes, hein, sur plusieurs centimètres, ça peut être sur 10 centimètres. Quand on va tout enlever, ça va cicatriser en sténosant. Et la sténose va être difficile à traiter, mais ça, on pourra en reparler. On a actuellement un traitement par corticoïde, par voie orale, qui est proposé pour limiter cette sténose et d'autres traitements en cours d'évaluation. Lorsque l'on a une biopsie qui montre que c'est un cancer indifférencié. Alors, vous voyez, là, j'ai écrit indifférencié. On vient de voir tout à l'heure qu'il faut faire très attention aux termes qu'on emploie. Peu différencié, cellules non cohésives, bague à chaton, indifférencié. Là, je pense qu'il y a un vrai progrès à faire. On peut faire une résection lorsque la lésion fait 2 cm ou pas, mais pas lorsque la lésion fait plus de 2 cm, et surtout lorsque la lésion n'est pas ulcérée. Une lésion ulcérée de moins de 3 cm avec une histologie de cancer différencié peut être une indication de résection endoscopique selon les recommandations européennes, les recommandations japonaises. Je vous ai fait ici les recommandations que l'on utilise en France. Rapidement, j'ai eu la chance de travailler à l'hôpital universitaire de Kobe avec le professeur Toyonaga, qui est un des leaders de la dissection sous-muqueuse. Et vous voyez ici ce cancer au niveau du cardia. On voit très bien la jonction œsogastrique. En haut, c'est un petit peu vert pâle et en bas, c'est l'estomac qui est avec des glandes, un aspect plus orangé ici qu'on voit en rétrovision. Vous voyez ici, ce qui est noir, c'est l'endoscope que l'on voit en rétrovision arriver dans l'estomac. Et vous voyez ici, ces zones, ce sont des zones suspectes. Alors, on va se rapprocher, on va chercher ce que l'on appelle une ligne de démarcation. On appelle ça comme ça. Vous voyez ici, en bas, sur cette photo-là, je ne sais pas si on voit ma flèche, sur cette photo-là, on voit ici que les glandes sont arrondies, régulières, et qu'ici, il y a une limite avec une zone qui est complètement désorganisée. On le voit mieux probablement sur cette photo, en haut à gauche, et puis en bas à droite, vous voyez à nouveau. Et on a ici donc un cancer qui fait quasiment superficiel, mais qui fait quasiment tout le tour du cardia, et on va peler comme ça, par dissection sous-muqueuse, toute cette zone, et on va enlever en un seul bloc, de façon monobloc, et encore une fois ici sans limite de taille, puisqu'on a pris toutes les lésions qui étaient un petit peu patchy de cancer disséminées chez ce patient. Et voilà, il s'agit d'une indication bien différenciée, et c'était une résection R0 curative. Là aussi, on a l'infiltration en profondeur qui est pris en compte. Évidemment, lorsque l'on a une lésion dans l'estomac qui ne dépasse pas la muqueuse, on a ER0, on a une résection curative. Lorsque l'on a un envahissement des 500 premiers microns plus superficiels de la sous-muqueuse, avec des critères de bonne différenciation, pas d'embole lymphovasculaire, alors on peut avoir ce que l'on appelle, pour des lésions de moins de 3 cm, une résection curative élargie. Attention, la surveillance, il faut toujours surveiller ces patients. Risque de cancer métachrone de 6% à 5 ans. C'était la partie curative de ma présentation. Maintenant, je vais plus rapidement vous parler de l'endoscopie palliative. Finalement, je vais surtout parler de l'œsophage et je vais évacuer l'estomac. L'œsophage, évidemment, lorsque l'on a une obstruction néoplasique au niveau de l'œsophage, on ne peut plus manger, on a une dysphagie dans un cadre d'altération de l'état général. La première prothèse, c'était un petit clin d'œil, a été posée, enfin, tentative de prothèse, ce n'est pas
a été posée en 1845 par le professeur Leroy d'Étiole. Et actuellement, on a des prothèses que l'on pose par voie endoscopique. Je vais vous les montrer. L'objectif est de rétablir la continuité digestive, bien sûr. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Il y a actuellement une claire diminution des indications de pose de prothèses. Donc, comme je l'ai dit, l'endoscopie a très peu de place dans les sténoses gastriques. Alors, voici les prothèses. Ce sont des prothèses qui sont métalliques. Je vais vous demander de conclure rapidement. Auto-expansibles et qui ont une mémoire de forme. Et vous voyez que c'est des prothèses qui sont assez faciles à poser. Les recommandations européennes sont des prothèses qui sont totalement couvertes, notamment lorsqu'il existe une fistule œsotrachéale. Aucune indication de prothèse œsophagienne comme pont à la chirurgie. Et lorsqu'il y a une radiothérapie concomitante, alors la pose de prothèse n'est pas recommandée. Les résultats sont bons, peu de complications. J'en citerai une seule, c'est le risque de migration, notamment justement lorsque l'on a un traitement, une migration de la prothèse. Et je conclurai en disant que l'endoscopie diagnostique permet de dépister des lésions précancéreuses et des cancers superficiels, comme dans l'œsophage de Barrett, on en a parlé. La prise en charge endoscopique permet de traiter les cancers superficiels en préservant l'organe. Lorsque la résection n'est pas curative, un traitement complémentaire doit être discuté. Une surveillance rapprochée peut être proposée s'il existe une contre-indication opératoire. Et j'ai parlé du traitement endoscopique essentiellement dans l'œsophage par la pose de prothèses métalliques qui permet la réalimentation du patient dans un cadre palliatif. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo très clair. La question que j'aurais, c'est comment on fait pour dépister, puisque on est dans un pays où il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de campagne de dépistage des cancers de l'estomac ou de l'œsophage, contrairement à nos collègues japonais, et une incidence qui est, bon, certes, bien inférieure au cancer colorectal, pour lequel il y a un dépistage. Et on voit que vous faites des trucs incroyables sur des lésions superficielles que vous réussissez à guérir, alors que pour le chirurgien et pour l'oncologue, une fois qu'il y a un cancer, c'est très difficile de guérir les patients. Donc, comment faire pour dépister plus de cancer de l'œsophage parce qu'il y a finalement peu de symptômes, donc à part le reflux, comme tu nous l'as dit. Comment faire? Est-ce qu'il y a une politique française pour le dépistage de ces lésions d'œsophage et de l'estomac? C'est un grand vide. Donc, il n'y a rien. Donc, il y a des recommandations, comme j'ai essayé de le dire aujourd'hui, comme nous, on essaye, endoscopistes, de communiquer à nos confrères, nos collègues. Il n'y a aucun dépistage, il n'y a aucune information à la population générale. Donc, c'est un grand vide pour l'instant, alors que l'on voit bien qu'il y a quand même des terrains comme le reflux gastro-œsophagien évoluant depuis plus de 5 ans, des patients qui ont une obésité dans un contexte d'épidémie d'obésité. Donc, on sait que ce reflux, là, il existe. On n'a pas et je ne suis pas au courant, mais peut-être que d'autres personnes ici sont au courant de programmes de dépistage sur le cancer de l'œsophage qui vont avoir lieu, mais ça, je n'ai pas d'informations. J'ai plusieurs questions. On a compris que pour des lésions douteuses en profondeur, vous préfériez un staging de résection de staging, hein, c'est ça? Oui. Alors, si vous avez une résection avec des marges positives, qu'est-ce que vous faites? Alors, si les marges latérales sont positives, dans ce cas-là, lorsque l'on a un cancer qui est bien différencié, sans embole lymphovasculaire, on va refaire une endoscopie précoce entre 1 et 3 mois et on va compléter la résection ou faire une destruction. Si c'est en revanche une résection R1 en latéral, en profondeur, pardon, dans ce cas-là, il y a une indication de traitement complémentaire. Ce n'est pas une résection curative lorsqu'on est R1 en profondeur. Donc, on différencie bien le R1 en latéral et le R1 en profondeur. Oui. Alors, il y a quand même quelques complications. Quel est le pourcentage de patients qui finalement passent à la chirurgie à la suite de complications? Quel est le pourcentage à peu près Lorsque la complication principale, c'est oui, et j'allais dire la perforation, puisque que ça reste quand même, en général, la perforation, ce pourcentage est très faible. Oui, très faible. Très faible parce qu'on met des prothèses et qu'on arrive à… Et finalement, quand on fait de la dissection sur muqueuse, chaque coup de bistouri peut éventuellement faire une perforation, mais d'1 millimètre. Si on ne fait pas si on n'utilise pas son couteau comme un laser, hein, à la différence de la mucosectomie. Donc, finalement, la dissection sur muqueuse dans l'œsophage, c'est quelque chose qui est assez, on va dire… l'apprentissage est assez simple.
je modère ce que je viens de dire, hein, ce n'est pas si simple que ça. Concernant les sténoses, il y a 11 à 15% de sténose. Hein, l'étendue de la résection. Voilà, 11-15% de sténose à distance après résection, et tout dépend de l'étendue de la résection, exactement comme vous venez de dire. Lorsque la cicatrice fait plus de 3/4 de la circonférence, quelle que soit son étendue, alors le risque est plus de 75% de sténose. Donc, on arrive à quasiment... C'est pour ça que je parlais de la résection circonférentielle, qu'on arrive très bien à faire. Hein. On peut faire une résection circonférentielle, on a 100% de sténose quasiment. Donc, est-ce que c'est une indication d'endoscopie? Je ne suis pas sûr. Parce que ces sténoses, on a beaucoup de mal à rétablir la continuité digestive. On peut, dans la littérature, on a des patients qui ont eu 50, 60 dilatations, notamment la littérature japonaise. Donc, finalement, le taux de chirurgie secondaire, c'est quoi? Il est moins d'1%. Ouais. Parce qu'on fait des dilatations. Professeur Joannet. Oui, je reviens sur le dépistage. Là. Vous avez parlé d'un reflux gastro-œsophagien depuis plus de 5 ans. La définition, c'est une définition clinique ou une définition endoscopique? Clinique. Hein. C'est pas sur une pH-métrie, si ça serait ça la preuve d'avoir un reflux gastro-œsophagien. Ça serait une pH-métrie des 24 heures, pas endoscopie. Mais là, c'est sur la définition clinique d'un pyrosis, donc c'est clinique. Hein, avec un test thérapeutique qui confirme le reflux. Exactement, tout à fait. D'accord. Tout à fait, ouais. Et c'est en pratique très peu connu et très peu fait, ce dépistage. Le docteur Mar, poste président, nous a rejoint. Est-ce que tu as une question, Philippe? Oui, mais je vois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, je n'ai pas de question. C'est remarquable et je vous félicite. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Merci au professeur Rami.